Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal, une édition du 2 septembre marquée par la mobilisation des agriculteurs. Ils seront à Paris demain pour manifester, ils sont en route, partis d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, aujourd'hui en tracteur. Nous les avons suivis, nous ferons le point dans ce journal. Ils n'étaient pas certains de pouvoir effectuer leur rentrée. Les étudiants de l'école de commerce de Tours sont soulagés. Ils ont pu intégrer leur salle de classe aujourd'hui. Tout s'est débloqué lundi soir apparemment. France Business School redevient l'ESSEM. C'en est fini d'une aventure qui aura duré 2 ans. Chaud et sec, l'été 2015 aura été le deuxième été le plus chaud après 2003. Plus 2 degrés de plus en moyenne dans le Val-de-Loire. Nous ferons le point également dans ce journal. Ils sont arrivés à un point de rupture. Toutes les filières sont touchées, nous dit-on, du côté des syndicats. Nouvelle mobilisation des agriculteurs demain à Paris. Ils vont paralyser la capitale pour se faire entendre. Ils sont en route actuellement, partis aujourd'hui avec leurs tracteurs d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher qu'ils ont traversé par la Nationale 10. Objectif ce soir, l'Eure-et-Loire. D'autres, vous le voyez, sont également partis de Romorantin, direction Paris via Artenay. Romain Delville, Audrey Champigny et Sabrina Meloult. Département d'Indre-et-Loire, 9 tracteurs sont partis de Neuville-sur-Brenne dans l'après-midi direction Paris. Sur la route, ça bouchonne un peu, mais les klaxons sont solidaires avec les agriculteurs. Des éleveurs, des céréaliers aussi, qui veulent exprimer un ras-le-bol général de leur profession et créer une prise de conscience chez les consommateurs. La société doit prendre conscience de quelle agriculture est-ce qu'on veut pour demain. Parce que l'agriculture a pour objectif principal de nourrir les habitants et nos concitoyens, mais assume aussi d'autres fonctions qui sont celles de l'aménagement du territoire, du dynamisme des milieux ruraux. Et tout le monde doit prendre conscience que si on veut maintenir une agriculture dynamique sur les territoires, il faut absolument qu'on réorganise les marchés et la façon de commercialiser les produits agricoles. Main dans la main avec leurs collègues du Loir-et-Cher, roue dans la roue de leur tracteur, la jonction s'est faite à Cloix-sur-le-Loir. Au total, une quinzaine de véhicules. Parmi les revendications de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, il y a des allègements de charges, il y a encore des réaménagements de leurs dettes. Ce n'est pas des aides du gouvernement que je donne. Des aides financières, je parle. C'est de l'aide autrement. C'est de l'aide, c'est-à-dire des rémunérations correctes, des répartitions de marge, qu'on soit bien clair, entre tous les opérateurs de la filière, du producteur au consommateur, et de façon à ce qu'on arrive à obtenir quelque chose de cohérent et surtout qu'on puisse en vivre. Demain, les agriculteurs et les tracteurs défileront dans Paris pour faire une nouvelle fois pression sur le gouvernement. Et on va retrouver tout de suite Audrey Champigny qui, avec Sabrina Meloult, a suivi ce convoi agricole depuis l'Indre-et-Loire. Audrey, vous venez d'arriver à Chartres. Où est-ce qu'on en est de cette mobilisation des agriculteurs ? À Chartres pour ce direct. Vous le voyez juste derrière nous, les agriculteurs sont arrivés juste après nous. Une quinzaine de tracteurs, un peu plus d'agriculteurs. Ils sont venus d'Indre-et-Loire. On est arrivé ici à Chartres, on est sur le parking du parc des expositions. Et on est avec ce soir Cédric Raguin qui est le président des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire. Cédric Raguin, bonsoir. Bonsoir. Alors toute première question, on vous a vu cet été dans les manifestations, etc. À quoi ça sert d'aller toquer à la porte de la capitale, tout simplement, demain ? Ça sert déjà à montrer que ça va mal, déjà, à se faire entendre, et à maintenir la pression auprès de nos politiques pour leur faire comprendre qu'on ne lâchera pas et qu'on est toujours là, que ça va mal, et tant qu'on n'aura pas des vraies solutions à nos problèmes, on continuera à garder la pression sur le gouvernement. Alors ce gouvernement, demain vous allez normalement rencontrer Manuel Valls, si j'ai bien compris. Voilà. Ça va être quoi vos demandes concrètes, précises ? Les demandes concrètes et précises, c'est tout simplement déjà un prix rémunérateur. Et deuxièmement, c'est moins de règles. Et quand on dit moins de règles, c'est pas enlever toutes les règles. C'est simplement d'avoir les mêmes règles que nos voisins européens et d'arrêter de faire des règles franco-françaises qui font que pénaliser la concurrence de nos exploitations sur un marché concurrentiel européen, voire mondial. On ne peut pas se permettre d'avoir des charges différentes des voisins européens. Qu'on ait les mêmes charges, qu'on ait les mêmes contraintes réglementaires, on veut bien. Mais il faut arrêter d'en rajouter sans arrêt tous les ans des nouvelles, faire un millefeuille administratif permanent qui nous coûte très cher sur l'exploitation. On l'a vu sur le chemin, beaucoup de gens vous klaxonnaient, mais pas parce que vous les embêtiez, parce qu'ils étaient solidaires avec vous. Vous l'avez remarqué ça dans les mois qui ont suivi ?
Oui, je pense que depuis qu'on a commencé les actions, le grand public est assez solidaire de notre mouvement, parce que de toute façon, eux aussi rencontrent des difficultés dans leur quotidien et ils sont aussi conscients que si demain on veut avoir une agriculture en France, il faut qu'on se batte aujourd'hui pour garder de l'agriculture en France demain. Merci beaucoup, bonne manifestation demain. Alors demain justement, alors ce soir en l'occurrence, là vous voyez une quinzaine de tracteurs derrière moi. En fin de soirée il va y en avoir près de 300 puisqu'ils vont venir de la Sarthe et aussi de Bretagne. Ils vont tous se retrouver ici sur le parking de Chartres et ils vont repartir demain vers 6h30 pour la direction du péage de Saint-Arnoux. Et puis ensuite, un peu plus tard, direction l'Assemblée nationale où il est prévu qu'une délégation sera reçue par Manuel Valls, le Premier ministre en personne. À Audrey Champigny avec Sabrina Meloult. Merci beaucoup pour nous avoir fait vivre donc ce convoi agricole. Dans le reste de l'actualité, les suites du feuilleton France Business School, une aventure initiée en 2013. Il s'agissait d'unir plusieurs écoles de commerce, dont celle de Tours-Poitiers. Une aventure qui a viré au fiasco. France Business School a été liquidée. À Tours, FBS redevient l'ESSEM. Seulement voilà, tout était bloqué pour cette rentrée 2015. Des garanties devaient être apportées pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi. Et de leur côté, les étudiants étaient dans l'inconnu. Leur rentrée repoussée, ils menaçaient même de porter plainte. Ce matin, tout est apparemment rentré dans l'ordre. Ils ont pu intégrer les salles de classe. Aurélie Renaud. Les étudiants étaient prêts, mais l'école ne l'était pas. À la veille de la reprise des cours, la direction envoie un mail général aux 3e années annonçant un report de la rentrée de quelques jours pour des raisons techniques, sans remettre en cause la reprise du campus par l'ESSEM. On espère que ça va finir bien, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir maintenir tout ce qu'ils nous disaient, donc à savoir déjà notre diplôme pour cette année. Donc là, les cours sont là, les profs sont là, donc pour nous, programme grande école en 4e année, tout va bien. On sera diplômé, on aura notre master SM. J'ai pas forcément envie de partir le plus vite possible, j'ai envie de bien choisir mes études, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, j'espère terminer cette année proprement, avec mon apprentissage. Donc, je pense que ça va bien se passer. Après, on aura sûrement encore quelques surprises par-ci par-là, mais bon, au final, on aura notre diplôme. Et puis, je pense qu'il n'y a pas à se tracasser. En plus, apparemment, la rentrée des bachelors a été plutôt bonne, donc ce qui fait que l'école a l'air de retrouver un peu d'espoir, quoi. Optimisme du côté des étudiants et colère pour le comité d'entreprise et les syndicats qui parlent d'une débâcle durant les années France Business School. Une motion de défiance auprès de l'actuel président de l'ESSEM a été votée. Le CE demande sa démission. Toujours selon le comité d'entreprise, ce président aurait mis l'avenir du campus en danger. Demain, un préavis de grève sera déposé par les représentants du personnel. La rentrée des premières et deuxièmes années devrait donc être perturbée. Une conférence de presse est prévue du côté de la direction de l'école demain. On devrait donc en savoir un peu plus demain. En bref, un incendie qui a dévasté cette nuit les ateliers de l'entreprise Optifib à Mont-en-Touraine. Incendie qui s'est déclaré vers 23 h et dont l'origine n'est pas déterminée. 24 salariés sont privés de leur outil de travail. Cette société spécialisée dans la fabrication de panneaux de signalisation assure 45% de son chiffre d'affaires dans le trimestre à venir. Une sérieuse déconvenue donc pour cette entreprise qui allait recevoir ses premières commandes à l'export. Un point à présent sur la météo. L'arrivée du mois de septembre est l'occasion de faire un point sur l'été passé. Et un enseignement de cette saison estivale 2015, c'est que l'été 2015 a été plus chaud qu'à l'habitude. Le deuxième été le plus chaud après 2003. 2 degrés de plus en moyenne que la normale, auquel il faut ajouter la sécheresse. Anaïs Michaud. Une bonne moitié de l'Hexagone a enregistré cet été des températures moyennes supérieures de plus de 2 degrés par rapport au normal de saison. Tours n'échappe pas à la règle. Allons voir d'un peu plus près. Cet été, il a fait chaud, comme partout en France, en particulier en juin, où on a eu un début à une fin juin très chaude. De la même manière, en juillet, on a eu des fortes chaleurs, on a passé 3 fois 35 degrés, et aussi des records lors du 16 juillet, où on a dépassé les 37 à 39 degrés dans le département. Des températures élevées, mais aussi très peu de précipitations, notamment sur le Castelrenaudet. C'est des sécheresses qu'on peut comparer, des périodes sèches qu'on peut comparer à une année sur 20 à peu près. On a ça à peu près tous les 20 ans. Je dirais sur le nord-est du département, ce sont des records. On n'a jamais vu des 15 mm en 2 mois sur juin et juillet. Ça n'a été jamais vu depuis nos mesures sur Château-Renaud par exemple.
Les prévisions pour les 3 prochains mois sont dans la même lignée, des tendances assez fiables, comme le montrent les contrastes de couleurs très marqués par rapport à l'an dernier. En clair, le froid devrait rester bloqué autour du Groenland. En principe, à nous la chaleur jusqu'en novembre. Ah bah c'est ce qu'on verra. L'actualité sportive avec le retour à Tours de l'équipe de France de volley. Elle s'est entraînée aujourd'hui à la salle Grenon avant son match amical samedi contre le Brésil. Un match de préparation au vu de la compétition européenne. On va écouter un ancien joueur de Tours, Irvine Ngapet, qui revient sur la victoire de la France en Ligue mondiale et qui se prépare au JO de l'an prochain. Ça fait 3 ans qu'on bosse bien avec ce groupe. On avait beaucoup d'objectifs. On en a réalisé pas mal. Et voilà, là c'est la première médaille d'or qu'on fait, on est super heureux, mais on ne veut pas s'arrêter là. On a les championnats d'Europe qui arrivent, ça va être très très important et encore plus important que ça le paraît parce que ça va être la meilleure des préparations pour la qualif au JO qu'on a en janvier. En janvier, on n'aura pas beaucoup de temps pour faire pour se préparer avant le tournoi de qualification et l'Euro reste la meilleure des préparations. Propos recueillis par Romain Delville. Du moine buveur au docteur humaniste qui se cache derrière le visage de Rabelais. La Devinière, le musée de Rabelais, vous invite à percer le mystère lors d'une exposition qui se tient jusqu'au 20 octobre. 51 portraits sont exposés. Anaïs Michaud. Avec plus de 51 portraits et de 130 citations, l'exposition vous propose un face-à-face. Des œuvres à hauteur du regard pour, les yeux dans les yeux, percer à jour Rabelais et ses multiples facettes. Nous avons souvent 2 conceptions de Rabelais, le moine un peu aigriard, franc buveur, et puis le docteur humaniste. Donc entre ces 2 visions, il y a une vérité, je dirais. Et l'exposition se propose, à travers des portraits littéraires, à travers des portraits artistiques, de se faire sa propre idée de Rabelais. C'est dans un nouvel écrin que le père de Gargantua prend ses quartiers. Les bâtiments de la Devinière ont fait l'objet d'une restauration. Le portrait de Rabelais par Matisse, offert par l'artiste au musée en 1951 également. Ce portrait a été restauré, monté, conditionné dans un cadre climatique. Et là, il revient, après de nombreuses années d'absence, valorisé, remis dans sa série. Et on retrouve ce trait, cette épure caractéristique de Matisse. L'exposition se veut ludique, des miroirs pour que son propre portrait côtoie ceux de l'écrivain, un cocon sonore pour s'immerger dans l'univers rabelaisien, à la fois rigolard et humaniste. Puis, par méditation, rompre l'os pour en sucer la substantifique moelle. Vous avez à l'intérieur du pigeonnier une structure interactive qui représente l'os à moelle, donc cet os à moelle qu'il faut rompre pour en sucer la substantifique moelle, justement. Et on peut entendre l'épitaphe de Ronsard, qui va accréditer le thème de Rabelais buveur, et en même temps le prologue de Rabelais, qui demande à rompre l'apparence pour aller vers une forme de vérité. L'exposition est visible à la Devinière, la maison de Rabelais à Seuilly, près de Chinon, jusqu'au 20 octobre. La disparition du livre papier, certains l'envisagent à long terme, mais le numérique est-il l'avenir du livre? Le marché reste encore marginal, c'est ce que l'on verra avec notre invité Emmanuel Roch, directeur des éditions Roch. C'est à suivre dans un instant après une courte pause.